Retrouvez votre émission Power Sport News avec la gamme haute performance Motul Engine, la plus vertueuse pour l'environnement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 9, l'émission du sport moto sous toutes ses formes, la dernière de la saison 2024. Et qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Pour cette dernière émission de l'année, retour sur les grands moments de 2024 en compétition moto avec le président de la Fédération française de motocyclisme, Sébastien Poirier. Pour notre rubrique culture, Michel Turcot, journaliste de référence en MotoGP, est aussi auteur de plusieurs livres passionnants sur les grands champions de cette catégorie reine. On parlera également de Superbike avec Christophe Guyot, passionné de vitesse, team manager du GMT 94, qui a connu plusieurs disciplines. Petit rappel de son parcours commencé début 90. Enfin, Hervé Raffin, motard et responsable dans la division industrielle Motultech, nous raconte l'utilisation des lubrifiants dans des secteurs de pointe. Sur le plateau de la dernière émission de la saison 2024, Pascal Tomec, comme tous les mois. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et avec nous, le président de la Fédération française de motocyclisme, Sébastien Poirier. Bonjour Sébastien. Bonjour messieurs. Sébastien, on va commencer par ta réélection, puisque c'est reparti pour combien d'années ? 4 années, avec une élection qui s'est déroulée le 16 septembre. Une élection particulière parce que pour la première fois, tous les clubs étaient invités à participer à l'élection des membres du comité directeur. Un comité directeur paritaire, une équipe que moi j'ai proposé donc en assemblée générale, donc on a pu faire des choix. Il y a vraiment beaucoup, il y a 17 nouvelles personnes qui ont intégré le comité directeur. Il y a des nouvelles têtes, il y a des têtes connues. Il y a un Jean-Marc Dalétan par exemple qu'on connaît bien, qui a repris les rênes de la commission de vitesse après Patrick Coutan. Commission de vitesse qui était un énorme travail, il y a énormément d'acteurs, donc c'est beaucoup de travail pour Jean-Marc avec de beaux projets dans la continuité, mais dans de vraies évolutions proposées par la commission vitesse. Et puis derrière, on a toutes nos commissions sportives, motocross, motoball, un nouveau président, trial, enduro. Donc un mandat de 4 ans qui est parti sur une belle dynamique. Ouais, une belle dynamique, un plébiscite, on peut le dire, parce que c'était de la vie générale, il fallait continuer le travail que vous aviez entrepris. Combien de fois on peut être réélu président de la Fédé ? Parce qu'avec des scores comme ça, je crois que c'est 97%. Alors, on a des statuts très très stricts encadrés par l'État. Donc, 3 mandats maximum. Donc là, c'est mon deuxième mandat. J'aurai un choix à faire dans 4 ans pour savoir, en 2028, savoir est-ce que je présente une liste ou pas. Je suis très heureux pour toutes les personnes qui se sont investies à mes côtés durant ces 4 années. Puis, je pense aussi, c'est une feuille de route qui a été validée, puisqu'il y a un programme qui a été présenté à tous les clubs, à toutes les personnes qui sont sur ma liste, et donc on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. Pascal, vous êtes investi dans énormément de compétitions moto avec Motul. C'est important, les échanges avec la fédération. Vous avez régulièrement des concertations pour savoir un petit peu l'évolution qu'on peut donner aux différentes disciplines ? Tout à fait. C'est ce qui se passe avec Sébastien Poirier depuis qu'il est président. Avant, on en avait, mais c'était un peu normal. On avait des relations qui étaient relativement... Non pas qu'elles n'étaient pas étroites, mais normales. Depuis un certain temps, depuis quelques années, il y a beaucoup d'échanges entre la fédération et Motul. Ouais, ce qui n'était pas le cas. Parce que vous êtes investi, ou parce que c'est un acteur, ou parce que c'est Pascal qui connaît énormément les compétitions ? Écoutez, est-ce que ça tient à sa personnalité ou... Pascal Tomec, tout le monde le connaît dans le monde de la compétition, mais il s'avère qu'on se connaît depuis très longtemps. Et avant mon élection en septembre 2020, ou en octobre 2020, moi j'avais pris le soin de contacter un certain nombre d'acteurs. Je voulais également que la fédération française se rapproche de la filière économique française. Des partenaires. Des partenaires, mais aussi de la filière. Avant d'être partenaire, c'est une filière et c'est une fierté. La fédération, elle doit fédérer, évidemment, son sport, mais aussi le monde économique. Et donc, moi, j'ai toujours été très sensible à l'activité économique de notre filière. Je crois au développement partagé, au win-win. Je pense que c'est vraiment ça dans l'histoire. Et donc, avec Pascal, on a toujours partagé des valeurs communes. Les jeunes, enfin la jeunesse, les jeunes, je dirais le haut niveau, mais aussi la base. Et donc, dans la construction de la génération vitesse que j'avais présentée en 2021, eh bien, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un Pascal et un Motul qui, de suite, m'ont dit « Sébastien, moi, ça m'intéresse et je vais t'aider ». Et de fait,
de fait. Motul est le partenaire majeur de la génération vitesse avec une dotation financière, mais également une dotation en produits, et donc ce qui rayonne et qui ruisselle sur toute la filière. Vous êtes un soutien pour nombre d'organisateurs aussi d'événements sportifs, non seulement en les soutenant juridiquement, mais parfois en rachetant aussi des circuits. C'est encore arrivé avec Lune Plage récemment. Alors, Lune Plage, on ne le gère pas, on le gère, mais on n'est pas propriétaire. Donc, on est aujourd'hui propriétaire de 22 circuits. C'est une politique qui avait été lancée sous la présidence de Jacques. Moi, j'en ai fait un axe majeur de développement. C'était un plan de sauvegarde. Pour moi, c'est du développement. C'est-à-dire tout ce que l'on peut acheter aujourd'hui, on doit le faire. On doit le faire. S'agissant de Lune Plage, là, on est exactement dans la même situation que Carole, c'est-à-dire un sentiment qu'il fallait absolument apporter du professionnalisme, apporter un plus, et que la fédération pouvait être la structure qui allait faire passer ce cap. On a un président de club et un vice-président qui nous ont sollicités. Moi, j'ai fait une réunion en préfecture, etc. Donc, j'ai eu le sentiment qu'il fallait absolument qu'on s'implique. C'est beaucoup d'investissement pour la fédération, c'est du temps en plus, c'est de l'argent aussi qu'il faut mobiliser pour structurer Lune Plage. Mais pour moi, Lune Plage est une chance extraordinaire en termes de sites de pratique. Ce sont des milliers de pilotes qui roulent tout l'hiver. Course sur sable. Course sur sable qui aujourd'hui constitue un vrai championnat majeur de la fédération sur une période où il y a très peu de compétition. Donc oui, c'est une vraie chance. Donc l'idée, c'est de pouvoir, c'est une DSP qui prend fin en 2030. Et moi, ce que je souhaite, c'est très rapidement aller voir le port autonome de Dunkerque pour leur dire, écoutez, faites-nous confiance, on va travailler, on a un projet fantastique sur Lune, on est professionnel, on a la chance d'avoir des bénévoles, comme pour Carole. C'est vraiment le même esprit. Merci. Je voudrais te poser une question, Pascal, parce que on fait une petite pause. Je reviendrai après sur la réglementation et notamment le bruit, mais je voudrais parler de sport. Et d'abord, je m'adresse à Pascal. Quel est l'événement sportif, le champion français qui t'a le plus marqué cette année? Le succès français qui t'a le plus marqué, Pascal? Celui qui m'a le plus marqué, moi j'aime beaucoup le motocross. Donc effectivement, j'aime bien les pilotes de cross en AMX GP. Effectivement, Febvre, le fait qu'il soit dans le top 5 régulièrement, qu'il s'approche du titre de champion du monde de motocross. Mais il y a aussi le résultat du Touquet. Bon, il y a la vitesse. J'adore Zarco et Quartaro. Mais alors il va falloir me faire un choix, Pascal. Il va falloir me donner un nom. J'aime le motocross, donc j'ai envie de dire Febvre. J'aimerais bien. Romain Febvre, MXGP. MXGP, c'est quelque chose qui me. Sébastien, je ne vais pas te poser la même question, mais c'est plutôt combien de champions en 2024 du côté de la fédération française? 2024, on a 3 titres en individuel. Donc, on a la chance d'avoir nos 2 pilotes français en endurance, Greg Black et puis Étienne Masson. Alors, et demi, puisque le CERT est à moitié français. Oui, on a reçu licence ici. Sous licence japonaise, mais voilà. Bon, c'est quand même très, très marqué FFM. Donc, 2,5. On a Kevin Rousseau qui est champion du monde qu'on a reçu ici en vitesse. Et moi, je suis très heureux pour lui parce que ça fait quelques années qu'il courait après. On avait Emmanuel Clément qui l'était également depuis 2 ans. Donc on a vraiment une spécialité, passager, sidecar comme en motocross d'ailleurs. Alors je fais une petite pause, on continue sur les champions. Kevin Rousseau, justement, comme il est venu ici, nous a envoyé un petit message, on l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, depuis ma venue sur le plateau de Power Sport News en septembre, il me restait 2 courses pour finir la saison, à Oschersleben et à Estoril. Donc, on a pu faire 1 et 2 à Oschersleben. On a pu gagner les 2 courses sur le Estoril et on a pu remporter notre premier titre de champion du monde à 53 millième. Voilà, donc je remercie toute l'équipe Power Sport News et on se revoit très vite en 2025. À bientôt. Kevin Rousseau, les pilotes du CERT, Greg Black et Étienne Masson, il y a d'autres champions. Et puis 3 titres par équipe, donc c'est important pour nous, fédération, parce que c'est vraiment le positionnement de la dynamique d'une discipline. On a nos 2 titres en supermoto, senior et junior. Et là aussi, à noter, je crois que c'était le 10e titre consécutif, donc on domine totalement cette discipline. Avec Sylvain Bidard, toujours. Tom Charret, etc. Donc on est vraiment aujourd'hui la nation phare en termes de supermotard, même si on est sur la fin d'un cycle, puisque Tom Charret comme Bidard. Il y a Steve Bonal maintenant. Il y a Steve Bonal qui reprend le flambeau. Donc 2 belles victoires d'équipe. Et puis une très belle victoire en enduro, puisque l'équipe Trophée, donc senior, a gagné le titre par équipe après l'équipe junior l'an passé. Donc voilà, on est sur une belle dynamique d'équipe. Et ça, c'est important pour une fédération, parce que ce sont les équipes
de France qui gagnent et ça permet d'identifier le niveau général d'une discipline. Alors, les pilotes, Léo Lequéré, Hugo Blanjou, Théo Espinas, Julien Roussali, l'équipe de France qui a gagné les ISDE. Et donc voilà, donc des beaux champions. Et on avait reçu aussi, Pascal, on était allé à la rencontre ensemble de Justine Pedemont. Voilà. Donc Justine qui porte fièrement les couleurs FFM aussi. Oui, alors Justine, aujourd'hui on n'a pas d'équipe de France féminine puisque il y avait une Coupe de France, enfin une Coupe du Monde qui a été donc lancée en 2024. Donc Justine, on la suit. Évidemment qu'on est en relation avec elle. Elle aura un choix à faire par rapport à sa stratégie 2025 et c'est pas simple. Hein. Donc, mais en tout cas, elle fait partie évidemment des jeunes filles qu'on a clairement identifiées comme ayant un très beau potentiel. Et évidemment que c'est important pour nous le féminin, le sport féminin. Le sport féminin, exactement. Très important. Très aussi. important. D'abord, c'est en progression. On n'a jamais eu autant de filles aujourd'hui licenciées à la fédération. 2, on a des championnats de France dans quasiment toutes les disciplines. On avait une difficulté cette année sur la Women's Cup que l'on a réussi à transformer sur une seule course à Manicourt avec une trentaine de femmes. Et en 2025, eh bien, la commission vitesse, via Jean-Marc, a réussi à recréer un calendrier. On va s'adjoindre les compétences d'une jeune fille qui va nous aider aussi à fédérer. C'est un public qui est différent, nouveau. Donc, on a des vraies disparités de nouveau entre les filles. Donc, on va préparer tout ça pour faire en sorte que les jeunes filles qui cesseront en 2025 à la compétition eh bien, soient parfaitement encadrées et pour qu'elles prennent plaisir sur ces compétitions. On peut faire confiance à Jean-Marc pour mettre ça en place. On l'écoute, Justine. Elle a un petit mot comité féminin. On a aussi un comité féminin sur la fédération. Féminin, exactement. Donc on a vraiment un sujet politique sur cette thématique. On écoute Justine qui a un petit mot à nous passer. Salut, donc pour cette année 2024, je dirais que ça aura été une année pleine de nouvelles expériences et d'apprentissage dans laquelle je me suis vraiment amusée à découvrir ma nouvelle moto, donc la 600 CBR Honda. Du coup, ma nouvelle marque et aussi ma nouvelle catégorie parce que du coup, après 2023, on a voulu passer le step de la 600. Donc pour cette première année, j'ai fini dans le top 10, c'est-à-dire précisément 9e du championnat. Donc franchement, c'est pas mal, on est content. Ça a été une année pleine d'apprentissage et de progression surtout, où je me suis vraiment amusée, donc c'est le plus important. Et pour 2025, l'objectif, ça va être de continuer dans cette lancée et de continuer à progresser. Sébastien, le bruit. Le bruit est un sujet majeur aujourd'hui pour l'insertion de notre pratique dans la société. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était synonyme de passion. Aujourd'hui, c'est synonyme de nuisance. Et vous luttez à la fédération contre trop de nuisances. Oui, parce que je suis désolé, on n'est pas bon. Et à chaque fois que j'en parle individuellement avec des acteurs de la moto, on est tous d'accord pour dire que être réveillé à 5h du mat par une moto ou une mobilette ou tout ce que l'on veut au bas de chez soi, ça énerve tout le monde. Donc là-dessus, et on doit être responsable. Donc moi, ce que je dis, c'est que le sport fait partie de cet écosystème. Ce que je dis également, avec certitude, vous avez évoqué le fait qu'on se battait. Si on réussit à réduire nos émissions sonores, on va se libérer d'une contrainte extraordinaire. Pourquoi est-ce que la fédération achète autant de circuits ? Parce que moi, je suis persuadé que dans 30 ans, dans 20 ans, on fera beaucoup moins de bruit, ce qui ne signifiera pas qu'on sera automatiquement électrique, mais je pense qu'on fera beaucoup moins de bruit et qu'on pourra donc être un sport comme un autre ou quasiment comme un autre. On est la première fédération au monde à mettre en place un contrôle de bruit en dynamique. C'est-à-dire que c'est plus le sonomètre à l'arrêt, c'est une mesure en dynamique, en pleine charge. C'est qu'on est dans la bonne direction. C'est qu'aujourd'hui sur les circuits, c'est -2, -3 dB. Sur le Superbike ou le Promosport, en limite de propriété, selon les circuits. Donc, on est sur la bonne voie. Oui, mais il faut qu'on y travaille tous. Alors, il y a une discipline qui ne fait pas trop de bruit, c'est les trottinettes. Un petit mot sur cette discipline ? Véhicule terrestre à moteur, on a un guidon, c'est pas un volant. Ça rentre totalement et parfaitement dans notre délégation. Eric Seber a fait un travail considérable. Il a réussi à fédérer autour de lui. Il nous a vendu un projet qui était vraiment structuré. Aujourd'hui, on est sur un championnat de France avec une 20, 25, 30 pilotes. Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant. On a envie, on le découvre, on l'a découvert sur les images derrière nous, mais on a envie, en tout cas moi j'ai envie de tester cette trottinette électrique à Carole qui atteint des vitesses folles. Non, bien sûr, c'est des vrais bijoux de technologie. Ouais, et puis, alors, pas de bruit pour le coup, ou peu de bruit. Et puis, voilà, il est venu sur ce plateau. Et on va terminer sur les personnes qui sont venues sur ce plateau avec les frères Prunier qui sont venus. Alors, eux, ils ont des 2 temps qui font un peu de bruit, je crois.
Par contre, sidecar cross, discipline historique et sur laquelle on est aussi très attentif à la Fédé. Très belle, c'est un très beau championnat. Nous, on a vraiment beaucoup de motoclubs qui organisent des épreuves de sidecar. Il y a un public sidecar. Et puis, c'est vrai que les frères Prunier, ça fait... Enfin, et Pascal les connaît bien puisqu'il a l'occasion, il les soutient. Enfin, Motul les soutient, c'est pas un secret, mais en tout cas, on les soutient depuis quelques années. Et donc, on a vu leur progression. Et ce qui a été, moi, ce qui m'a toujours intéressé dans la famille Prunier, parce que c'est vraiment un clan, une famille, c'est lorsque je les ai rencontrés en 2020, on était sur un projet sur 4 ans. Et ils ont respecté toutes les étapes de leur projet. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'être là à leur première victoire, qui était sur le Grand Prix de France à Plomion. Donc ça a été vraiment un moment d'émotion comme on les aime dans le sport, où première victoire en Grand Prix en France, chez nous, devant leur public, et surtout 3e du championnat du monde. Donc là, ils ont vraiment passé un step. Maintenant, il leur reste sans doute la marche la plus difficile. On n'a jamais eu de titre en Encore championnat pas. du monde. Ça va venir. Équipage complet. On a la chance d'avoir Nicolas Musset, champion du monde, un triple champion du monde, je crois, de mémoire, en tant que passager. Mais on n'a pas eu la chance d'avoir un équipage 100% français. On a eu des grands champions, des Mécène Morgan, des Bouvet, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Il nous manque ce titre. Et moi, on a vraiment une belle génération, un bel équipage. Avant que tu interviennes, Pascal, on les écoute. Les frères Prunier, ils ont un petit message pour cette fin d'année. Salut! Petite vidéo, voilà, petit récap de 2024. On a vraiment passé une saison franchement incroyable, hein, entre la victoire au Grand Prix de France pour notre première victoire de GP. Franchement, on a eu un résultat final qu'on n'espérait même pas au début d'année. Donc voilà, ce top 3 était juste magique. On rêvait pas autant, donc on sait qu'on va devoir quand même bosser pour faire mieux. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là maintenant. On a repris l'entraînement hivernal tout juste. On a pas mal de tests à faire sur la machine, quelques évolutions qui vont arriver, donc... On est à fond, on est à fond dedans, donc va falloir tout donner pour faire encore mieux que l'année dernière, du moins en mondial, bosser le sable surtout, et donc on va encore tout donner une fois de plus, et on espère que ça va être une année encore formidable. Sébastien, c'est un plaisir, on vous gardera encore des heures. Un petit mot pour conclure, qu'est-ce qu'on peut attendre en 2025 ? Quelles sont vos attentes personnelles ? 2025, alors pour conclure, très belle saison qui se prépare. 2 événements hors normes que l'on va accueillir en France, qui vont être l'occasion pour moi de faire le lien entre les jeunes et le haut niveau. On accueille les 2 épreuves les plus importantes pour les jeunes. Le motocross junior, le 5 au 6 juillet. Et pour la première fois, le junior GP en France à Manicourt, la même date. Donc on aura un week-end jeune. C'est fondamental pour nous. On a beaucoup parlé de la génération vitesse. On est en train de voir les premiers fruits de notre projet, avec une équipe de France la vitesse, détection. de la détection. On a la chance d'avoir, j'espère, un jeune qui roulera en junior GP l'an prochain, qui est vraiment un beau potentiel. On a une équipe de France qui se structure. On a pas mal de jeunes qui roulent en ETC. On a Johan Gimbert, qui roulera en Moto 2 également à Manicourt. Donc là, c'est l'événement pour tous les passionnés de motocross. C'est Romagné, les passionnés de vitesse, c'est Manicourt, avec vraiment des pépites et des Français qui seront présents. Et moi, je suis très heureux d'accueillir ces 2 belles épreuves. Merci, Président. Merci. Et puis, ça nous promet une belle saison 2025 avec peut-être encore plus de champions du monde. Nous, on va accueillir quelqu'un qui suit les championnats du monde, justement, notre rubrique culture avec l'inénarrable Michel Turcot. De retour sur le plateau de Power Sport News avec la rubrique culture. Ça pourrait être la rubrique MotoGP, mais on va parler culture MotoGP avec toi, Michel Turcot. Salut. Salut David. Pascal, Michel Turcot est un nom du paddock. Tu le connais depuis quand ? Je le vois déambuler depuis quand même pas mal d'années, mais je le fréquente pas, il est toujours avec les stars. Ouais, alors quelles stars ? Les grands pilotes du MotoGP ? Les plus grands. Chaque fois, elle est avec les plus grands, donc j'ose même pas l'interpeller. Ouais, et t'oses pas l'interrompre. Alors, tu peux peut-être lui solliciter une dédicace, parce que Michel, tu sors des bouquins chaque année, des livres, un certain nombre. Lesquels sors-tu, puisque tu es reporter MotoGP depuis de nombreuses années? Combien d'années exactement? Écoute, j'ai commencé en 1991, donc c'est assez facile à compter. Ça fait comme Christophe Guyot qu'on recevra tout à l'heure. On a beaucoup de points communs, Christophe. On a eu un ancien métier commun aussi. Ah oui, dans l'enseignement. Exactement.
Ah oui. On était maître d'école tous les deux. Maître d'école tous Là, les ça deux. mène à tout, l'enseignement. Professeur des écoles. Non, à l'époque, c'était pas professeur des C'était écoles, instituteur. c'était instituteur, maître Voilà. d'école. Ah ouais, ça mène avant tout à la moto, donc l'enseignement. Vraisemblablement. Ou la moto mène aussi à l'enseignement, des Bon, fois. ça aide à c'est- écrire ouais. des livres aussi. Aussi, Michel. ouais. Et tu en as écrit combien cette année? Alors cette année, écoute, le livre dont je suis le plus satisfait, enfin j'en ai écrit 2. Il y a le livre d'or de la moto, qui est un annuel, donc comme son nom l'indique, et puis voilà, une biographie de Marc Marquez que j'ai écrite cette année. Et, voilà, je suis assez content du résultat et de ce qui est raconté. En plus, c'est vrai que j'ai eu, je vais dire, le nez creux de sortir ce livre cette Oui. année, parce que c'était... L'année de son c'était- retour. voilà, c'est l'année de son retour, de sa résurrection. Donc, et c'est une biographie donc, qui raconte sa carrière, mais aussi qui raconte cette saison 2024. Grand Prix par Grand Prix. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment lui s'est reconstruit. Et c'est un livre qui, voilà, c'est Marquez raconté par ses proches, ses adversaires, ceux qui l'ont connu, ceux qui ont travaillé avec lui, de son enfance à aujourd'hui. Et voilà. Alors, tu as fait une biographie de Fabio Quartararo, Ouais, biographie autorisée, je précise, Oui, avec oui, son oui. assentiment. Bien sûr, oui, oui. Marquez, il a donné son avis ou pas? Il a donné son avis. Après, en tant que personnage public, c'est pas une autobiographie. Donc une biographie, tu peux faire une biographie de n'importe quel personnage public. Après, si l'intéressé estime qu'il est maltraité, qu'il y a de la diffamation, il peut t'attaquer. Mais voilà, en tout cas, il savait que je lui ai fait part de ce projet, à lui et à son entourage. Il n'y avait pas de problème majeur pour que je m'y attelle. Voilà, donc j'ai eu des interviews, assez longues interviews avec... une des plus belles interviews que j'ai eues, c'est avec Santi Hernandez, donc, qui est aujourd'hui un ami, mais qui a été pendant plus de 10 ans, enfin du Moto 2, de 2011 à 2023, son chef mécanicien, Santi Hernandez, donc, avec qui j'ai eu des longues heures d'entretien et qui m'a vraiment beaucoup parlé de Marc. Et c'était hyper intéressant. Est-ce que tu crois que ça va faire mieux que le livre que tu as fait sur Valentino Rossi? Mieux, je pense pas, mais c'est un vrai challenge parce que bon voilà, tout le monde sait que l'image de Marc a été écornée par ce qui s'est passé en 2015 avec Valentino. On sait la rancœur que lui tient encore l'Italien, donc mais on voit très bien que l'image de Marc, enfin voilà, il y a eu toutes ces années où dès qu'il apparaissait quelque part, il était sifflé, et il était conspué, et on voit qu'aujourd'hui, ce qu'il a vécu pendant 4 ans a changé quand même le regard des spectateurs, et voilà, il y a même pas mal de fans qui ont l'honnêteté de dire voilà, moi j'ai détesté Marquez parce que il a gâché la carrière, enfin il a gâché le 10e titre de Rossi, ce qui est encore une hérésie. Mais voilà, aujourd'hui ça a changé. Mais plein de gens m'ont dit tiens, Piero Taramasso qu'on voit là derrière, qui est responsable de Michelin, lui-même m'a dit c'est vrai qu'en tant qu'Italien, j'avais une dent après Marc, et aujourd'hui, je reconnais que non seulement c'est un immense pilote, mais en plus, humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Au niveau de sa relation pour les pneus, c'est jamais un pilote qui va chercher à tirer des choses, à imposer quelque chose, mais il a toujours un retour positif dans ses commentaires et dans ce qu'il attend pour la suite, quoi. Donc Michel évoquait la rivalité entre Marquez et Rossi tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ça a fait les choux gras de la presse aussi, cette rivalité? Ça n'a pas fait les choix. Ils se sont, je pense, même gavés. mais moi, j'ai fait partie... Tu confirmes, Michel? Je ne sais pas si on peut... Enfin, en tout cas, ça a été une rivalité qui a animé les discussions entre passionnés, on va dire. Il y a eu d'autres rivalités dans le passé. Puisqu'on fait partie des anciens. Moi, on disait que mes débuts, c'était le début des années 90. Moi, je me souviens de la rivalité entre Wayne Rainey et Kevin Schwantz. Elle était aussi terrible. Il y a eu... Rossi, avant de se friter avec Marquez, il s'est frité avec d'autres. Avec Biaggi, avec Biaggi Gilberto. notamment. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi le sport qui fait que voilà, des grands égos, des grands champions... Ma question, Pascal, c'était ta perception des journalistes en tant que partenaire d'équipe comme ça. Les journalistes, quel rôle ils jouent dans les coulisses des Grands Prix? Ils jouent plein de jeux. Un journaliste aujourd'hui... La question que je voulais poser à Michel, il est journaliste ou écrivain? Je suis pas écrivain. Non, j'aurais surtout pas la prétention de. J'ai fait les livres que je fais, ce sont des livres de journalistes. C'est pas pour moi un écrivain, c'est un romancier. Voilà, donc écrivain, c'est un autre métier. Non, je laisse ça à Bruno Gillet, mon prédécesseur. Non, mais si tu dis que t'es pas romancier, si t'es un peu romancier quand même, parce que aujourd'hui, les 3/4 des gens qu'on voit, ils sont toujours avec leur téléphone. Ils font soit des selfies, ou alors des selfies.
Moi, personnellement, un livre, moi qui suis au MotoGP, comme toi, souvent, mais à la maison, quand je suis au calme, j'aime bien relire ce que j'ai vu et pas de le relire à la télévision. J'aime bien le relire en images. Et chaque image arrive à me transporter. Chaque lecture arrive, chaque phrase arrive à me transporter. Quand David me pose la question, le journalisme, moi, le journaliste qui sait écrire, ce qui est ton cas, et qui sait retranscrire ce qu'il vit en côtoyant justement des pilotes de haut niveau, ça m'intéresse de le lire. Parce que quand la saison est terminée, je me rappelle aux bons souvenirs, justement à travers le livre et à travers l'écriture. Et si à travers l'écriture, je retrouve ce que j'ai vécu dans ma saison professionnelle, je considère que c'est un bon journaliste. Est-ce qu'il y a des choses que tu tais, Michel? Beaucoup. Oui, évidemment. J'ai souvent des choses qui sont sues que j'aurais pu écrire avant d'autres. Je les ai souvent gardées pour moi parce qu'on m'a demandé de les garder. Et au final, quand tu es au départ quand tu côtoies, je vois Randy derrière, notamment des pilotes français avec qui on a une grande proximité. Randy, avec qui tu as travaillé, donc tu vois très bien de quoi je veux parler. On te parle, on te dit, mais ça reste entre nous. Donc moi, j'ai toujours mes sources quand on me demandait de garder les choses pour moi. Et c'est vrai qu'après, quand les informations, les histoires sortent en public et que tu as ton rédacteur en chef qui te dit, mais attends, pourquoi tu l'as pas dit? Je dis, parce que j'avais pas à le dire. Il y a une certaine confidentialité et une certaine confiance aussi à établir avec les pilotes. À partir du moment où tu respectes la parole des pilotes, quand on te dit, ça, je t'en parle, ça reste entre nous. À partir du moment où tu respectes ça, la confiance, elle s'instaure. Et tu as forcément une autre relation qu'avec un pilote qui va dire à un journaliste, je t'en parle, mais tu le gardes pour toi, et dans la seconde d'après, il va l'écrire. Forcément, il n'y aura pas de relation entre ce journaliste et le pilote en question. Et le off, ça peut être un piège aussi, c'est-à-dire que ça peut t'empêcher de parler, c'est-à-dire que si le pilote te dit, je te le dis pas, mais par contre, toi que tu aurais pu le savoir par un autre moyen, c'est un problème. Après, David, je dirais qu'aujourd'hui, tout ça, c'est plus vraiment d'actualité. Avec, notamment les réseaux sociaux, les informations, elles sortent tout de suite. Moi, quand j'ai commencé, mon métier a beaucoup changé par rapport à ça. Quand on était dans les années, des années 90, il y avait 2 hebdos en France. Moi, je travaillais pour Motorvue, il y avait en face Motojournal. On se tirait la bourse, c'était les infos toutes les semaines, mais tu apprenais ce qui s'était passé tu allais chercher ton Motorvue, ton Motojournal le jeudi à la presse, et entre-temps, tu n'avais pas eu d'internet, de réseaux sociaux, de quoi que ce soit, ça n'existait pas. Donc tes infos, elles étaient toutes au même endroit. Donc forcément, celui qui les avait, il marquait des points. Aujourd'hui, les pilotes communiquent eux-mêmes sur leur compte Instagram et les autres. Donc tu fais plus le même métier. Le métier a changé. C'est aussi pour ça que je considère, j'aime les livres. On parlait de livres et de magazines, j'aime les livres justement parce que tu peux prendre le temps d'écrire, de rentrer dans les détails. Et comme tu dis, un livre, tu le reprends en fin d'année, tu le relis. Et notamment le livre d'or, tous les ans, c'est chaque Grand Prix, tu peux le revivre, ce qui s'est passé. C'est une autre actualité. Est-ce qu'il y a un livre ou un pilote sur lequel tu aurais aimé écrire un livre que tu n'as pas fait? Je vais te dire Patrick Ponce. Parce que ça a été le seul héros que j'ai. Moi, j'ai jamais été fan de pilote. De toute façon, en tant que journaliste, on n'a pas à être fan. Tu as du respect, tu as des affinités. Mais moi, Patrick, c'était quand j'avais 14 ans, c'était le héros. Il s'est tué 2 ans après que ma passion pour la moto naisse. Je l'ai jamais connu. Patrick va nous présenter Patrick Ponce. Moi, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai exactement la même réaction que toi sur Patrick Ponce. J'aurais aimé côtoyer ces années folles du Continental Circus. Premier champion du monde, on peut le dire, ou ça reste polémique ce titre. On va pas appeler Hubert pour savoir si le championnat 750, ça fait partie ou pas. C'est pas dans les livres, mais oui, c'était un champion. C'était... Malheureusement, on a eu c'est le début des années 80. Moi, c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser au Grand Prix. C'était tragédie sur tragédie. Tous les espoirs français. En plus, percuté par un autre pilote français, Patrick Ponce. Oui, exactement. Ouais. Et puis, le nombre de Grands Prix a augmenté ces dernières années. Est-ce qu'on peut gérer une vie privée tout en étant reporter comme toi?
On appelle ma femme pour en parler. Non, c'est compliqué, oui. Moi, mes enfants me reprochent, m'ont reproché de ne pas avoir été. Je les ai pas vus grandir, mes gosses. Voilà. C'est vrai que j'ai un peu dédié ma vie à ça et. Mais c'est des métiers passion. Merci Michel pour ces coulisses de l'exploit, ces coulisses du MotoGP. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'acheter les livres de Michel. Alors, le livre d'or de la moto, d'une part, Marquez, la biographie, ça s'appelle L'amour du risque. L'amour du risque, évidemment, pour Marquez. T'as pas été inspiré par une série des années 80 ça parle à tout le monde. Non, ça parle à tout le monde. Merci. Au vieux, quoi. Merci Michel pour toutes ces anecdotes, tout ce vécu de l'autre côté du miroir. Et puis, on te retrouve au travers de tes articles pour GP Racing, Moto Revue, évidemment, et puis des articles dans l'équipe. Ça arrive aussi, notamment. Ouais. Voilà. Michel Turcot, merci beaucoup. À vous. Merci Michel d'être venu. Nous, on va passer à quelqu'un que tu connais bien, Christophe Guyot, qui a commencé aussi sa carrière en 1991 et qui va nous raconter un petit peu toute la genèse de sa carrière et son avenir en Superbike. C'est maintenant la rubrique Superbike que nous accueillons sur Power Sport News numéro 9 avec Christophe Guyot. Bonjour Christophe. Bonjour David, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Et oui Pascal, Christophe, on le connaît de longue date. Toi, tu m'as dit tout de suite que tu le connaissais depuis 91. Depuis 91, je le fréquente. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. C'est énorme. Ça fait énorme. On va pas se lancer dans des grands calculs. Christophe, tu nous as dit tout à l'heure aussi que toi, tu avais roulé aux couleurs Moto Revue pour ta première année, c'est ça ? Oui, en 91, j'étais le pilote Moto Revue en mondial Superbike. J'ai eu la chance inouïe de porter leur logo sur toutes les manches du mondial de l'époque. Et donc, j'avais en contrepartie à réaliser un texte que j'écrivais après chaque course. D'accord. Alors toi, tu étais engagé en Superbike. Tu exerçais une autre profession ? J'étais instituteur. À ce moment-là, j'étais à mi-temps. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu es patron du team GMT 94. On va rappeler plusieurs titres de champion du monde d'endurance. Toi-même, personnellement, tu as gagné les 24 heures du Mans, moto, et tu as gagné aussi le titre de champion de France Superbike. Donc, en fait, tu étais dans l'enseignement, mais tu étais déjà très porté sur la moto. Je me trompe ? Oui, en fait, pilote, ce que j'aimais... en fait. Non, en fait, avant d'être pilote, j'étais plutôt motard. Moi, ce qui me plaisait, c'était les motos sportives. C'est pour ça que je suis un fan de Superbike, parce que c'était ça que je regardais avec beaucoup, beaucoup d'envie. Moi, c'était la 1100 GSX-R. Et en fait, je viens de la route. Ce qui me plaisait, et c'est ce qui m'aura sauvé, parce que je faisais partie je pense, des frappadingues, hein, pour reprendre un mot. Je faisais partie de cela, et c'est le circuit Carole, je pense, qui m'aura sorti d'affaire. Qui t'a sauvé, comme oui. Tant d'entre nous. En rencontrant ma femme Brigitte, on est allé au circuit Carole. Juste avant, j'avais un ami, Patrick, avec qui on avait acheté un 350 ADLC, parce qu'on me disait, mais va à Carole, t'es fou sur la route, ça va mal finir. Et puis j'ai eu un copain en fait qui est décédé. D'abord, c'est René, et puis on était une bande de frappés. Hein. C'est comme ça qu'est né le circuit Carole, d'ailleurs, exactement. En région parisienne. C'est-à-dire que c'est arrivé après un ultime drame à Rungis. Il porte le nom de la dernière victime, d'ailleurs, Carole. Et il a sauvé véritablement beaucoup de motards qui, pour un peu déchaîner leur passion de la vitesse et de la moto, ont pu le faire dans un endroit sécurisé. C'est ça. Et c'est toujours le cas. Complètement. Ça a permis un certain nombre, dont je fais partie, de devenir ensuite raisonnable, ou beaucoup plus raisonnable sur la route. Pascal, Carole, si je te demande un souvenir comme ça, je sais que c'est une question difficile, un souvenir marquant pour toi sur le circuit Carole. Tu vas me dire Christophe Guyot, champion ? Christophe, par amitié, mais le Superbike de l'époque, Pierre-Étienne Samin, Gilles Husson, qui étaient des banlieusards de Paris, des mecs de Maison-Alfort. Il n'était pas question de battre Gilles Husson au circuit Carole. C'était impossible. Donc les sudistes, quand ils arrivaient à Paris, ils prenaient une petite claque quand même. Donc ça, c'est des bons souvenirs. On est dans les sudistes. Et c'était la production. On n'était pas dans c'était pas le Superbike. On appelait ça la production. Ça chantait, hein, de hôtel jusqu'au bout. L'hôtel, c'est un virage, hein, je précise, parce qu'on n'est pas tous connaisseurs du circuit Carole ici. Enfin, ici, sur ce plateau, oui, bien sûr. Mais, et puis surtout, toute
toutes ces années de jeunesse, ton attestation d'assurance, 10 francs ou 10 euros, peut-être. Bon, tu payais, tu amenais ton attestation d'assurance et tu roulais. Et puis tu roulais. Tu pouvais poser le genou par terre. Voilà, on connaît ça qu'à Carole. Alors, il est quand même très modeste. Hein. J'aime pas trop couper, mais là, quand même, il a quand même gagné à Carole. J'ai fait 3e. Mais la victoire en Pro Twin, c'est pas à Carole? Ah non, c'est pas Carole. Ah pardon, on s'est fait 3e à Carole. Circuit, 3e à Carole. Il était quand même pilote moto, notre ami Pascal Thomas. Ah oui, Pascal, de toute façon, n'a de leçons à recevoir à personne en termes de moto et de conduite et de pilotage moto. Et en tout cas, toi aussi, tu es trop modeste parce que quand même, la carrière que tu as menée en pilote avant d'être team manager, elle est brillante, Christophe. Tu es fier d'avoir été champion de France Superbike, j'imagine. Je crois que ça aurait été le moment le plus fort l'un des moments les plus forts de ma vie professionnelle, puisque évidemment, sur le plan familial, il y a eu des satisfactions énormes. Mais sur le plan, pour moi, champion de France, même si après, je me suis retrouvé champion du monde d'endurance ou avoir gagné 24 heures du Mans, ça a été des moments extrêmement, extrêmement forts. C'est pourquoi je me suis battu depuis longtemps, mais le titre de champion de France Superbike, le plus haut niveau de la vitesse nationale. Et tu affrontais un journaliste à cette époque-là. Un certain Bertrand Sébillot. Puis la fierté que je garde, c'est vrai, c'est d'être encore à ce jour, même si d'avoir été le pilote qui a pu remporter le titre de champion de France du plus haut niveau de la vitesse nationale quand des motos officielles sont engagées avec une machine privée. Et à ce moment-là, j'étais le pilote et le manager aussi. D'accord. Voilà. Donc, après, tu as pris une casquette de manager, Christophe. Et toi, tu as rencontré pas mal de succès en endurance avant de te tourner vers le Superbike. Faisons une petite digression sur l'endurance. L'endurance, ça t'a apporté des souvenirs inouïs, immenses, des victoires, des titres, des amitiés fortes. Je pense à David Cheika, notamment. Et en tout cas, un nom, le GMT 94, qui est monté en même temps que l'endurance. C'est tout à fait ça, c'est très bien résumé, David. Pour moi, l'endurance, je serais éternellement reconnaissant à l'endurance. Mais pour être honnête, comme je venais de la route, moi, ma passion, ça a toujours été le Superbike. Beaucoup n'ont pas compris que je parte de l'endurance. Surtout après l'année où on a tout. Il y a eu des petits désaccords aussi avec l'organisation à un certain moment. Oui, c'était voilà, je t'ai vu pester, mais bon, c'était de bonne guerre aussi. Mais je peste encore aujourd'hui avec le Superbike. Si je suis honnête. T'es un militant. On va le préciser. Et d'ailleurs, on reviendra sur ton côté passionné, farouchement passionné dans ce livre où bon, je le dis maintenant, Christophe. Voilà, Christophe Guyot, c'est aussi la guitare, c'est aussi le bol d'or. C'est un beau cadeau que j'ai découvert aujourd'hui. Voilà, un cadeau que je vais t'offrir. Voilà, tiens. Merci beaucoup. Non, je suis très Moto fier. Et rock, et toi, t'es rocker aussi, t'es passionné jusqu'au bout. Au bol d'or, t'as joué pas mal de fois au bol d'or. Oui, puis avec des grands noms. Je pense à Yarol, vous savez, le guitariste de... Yarol Poupeau, ouais. Voilà, ouais. Le guitariste, l'ancien guitariste de Johnny Hallyday. Avec Norbert Krief, Nono, de Trust. Parce que le bol d'or, il y a des concerts aussi. Donc, c'était l'occasion de mêler tes passions. Tu as accueilli aussi une de tes idoles, disparue aujourd'hui, le leader de Motorhead. Ouais, Lemmy. Alors, de toute façon, vous savez, la reconnaissance que j'ai pour l'endurance, et là, on parle du bol d'or, donc pour le bol d'or, c'est évidemment lié à la musique, qui est mon truc. Vous savez, j'avais pas rêvé d'être pilote moto. Mais j'ai rêvé dans ma jeunesse d'être chanteur de rock. Ouais, d'ailleurs, tu portes un t-shirt ACDC. Alors, c'est l'occasion. La transition est toute faite pour la rubrique qu'on vous propose. C'est-à-dire qu'on était venu chez toi, Christophe, Éric Communier et Pascal étaient venus chez toi à ta rencontre de la passion musicale. On regarde ce petit sujet. Le piano, je l'ai connu quand j'étais petit, et puis il ne m'a jamais quitté, en fait. Dès le départ, j'étais attiré par des compositeurs comme Wagner, Beethoven, enfin, tous qui sont du hard rock, en fait. Alors, les guitares, la toute première, on peut dire, pour laquelle j'ai beaucoup, je suis très attaché, c'est celle-ci, c'est la guitare de Norbert Krief,
Quand antisocial, c'est avec ça, c'est avec cette Fender Stratocaster, la Nono. Il faut savoir que Norbert Krief est le seul guitariste français, était le seul guitariste français à avoir une signature, une guitare à son nom, la Nono. On pourrait parler de musique quelques heures encore dans cette émission et en dehors, mais on va revenir sur la vitesse, sur la moto, c'est le propos. Et avant de quitter aussi l'endurance, Pascal, je voudrais que tu me donnes un souvenir que tu as du GMT 94. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement où le GMT t'a marqué dans ces années d'endurance ? Et je le croise la première fois rue Pierre-Curie à Ivry, dans les anciens locaux d'Intercross, un des gros magasins du off-road de Paris, sa région. Et là, je découvre un gitan, donc dans un atelier de gitans, avec un mécanicien chef des gitans. Et je me dis, mais c'est pas possible, on me demande d'aider quelqu'un. Attention, on aime beaucoup les gitans ici. Oui, hein. mais d'ailleurs, il s'en est un, donc, puisqu'il fait de la moto et de la musique. Donc, là, je me dis, ce jour-là, je vais sponsoriser, il faut sponsoriser ce type-là. Et après, je le vois à Carole et je comprends mieux. On parle du GMT 94, tu as le titre en 2017. Après, tu décides de passer en Superbike. Tu avais fait ce qu'il fallait faire ou il y a d'autres raisons ? Vous savez, c'est vrai qu'à ce moment-là, beaucoup ont été surpris, sauf peut-être 2 personnes. Je pense à Patrick Jacot, la mutuelle des motards. Qui a beaucoup aimé le livre. Hein. Bah oui, Patrick Jacot et Éric de Seine n'ont pas été surpris, c'est les 2 seuls. Partout, personne ne comprenait rien. D'ailleurs, on ne me croyait pas. Je me rappelle même de Gilles Staffler, donc notre concurrent chez Kawasaki, qui nous dit mais c'est une blague. Je dis, Gilles, t'as toujours pas compris. Moi, j'ai cru que c'était du bluff. Hein. Je me suis dit bluff, il bluffe, Guillaume, c'est pas possible. Mais en fait, je pensais qu'à ça. Il aime trop l'endurance. Non, j'y serais simplement reconnaissant. J'ai appris à l'aimer, même si quand j'y suis arrivé pour la première fois, c'est parce que j'étais en échec en Superbike en 91. Mon premier bol d'or, il est en 91, au mois de septembre, parce que j'ai raté toutes mes courses avant en Superbike. Je marquais un point en Suède, mais c'est tout. Et le bol d'or m'a sauvé, m'a sorti d'affaire, parce que grâce au bol d'or, après il y a eu des bols d'or incroyables, le bol d'or 95, où on est... Qui ont pu nous mettre en lumière. Stéphane Coutel et... Mais attention, Christophe, je parlais du Superbike. Et là, tu me reviens sur l'endurance. en fait, t'es piqué. Ouais. T'es piqué. Ouais, j'ai appris à l'être. Alors, je change mes questions. Quand un retour au bol d'or, Non, Christophe? Non, il n'y aura pas de retour. La vérité. Non, ça c'est sûr. Parce que maintenant, l'objectif, c'est d'être champion du monde en vitesse mondiale. Voilà, après l'avoir été. Et alors, le team. Le team. On veut être champion du monde en vitesse mondiale. Ouais. Alors, en super sport. En super sport, voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif maintenant. Et on ne lâchera pas. On doit accepter de passer par des échecs. C'était le cas cette année. Mais maintenant, il n'y a pas d'autre issue que ça. Il y a eu des beaux résultats quand même en super sport depuis tes débuts. Ouais. Bon, c'est long. Hein. Alors déjà, merci Jules Cluzel. Parce qu'honnêtement, quand même... il a fait des trucs Les magnifiques. 7 victoires, c'est lui. Hein. Ouais, bon. Ouais. Sur 29 podiums, il y en a 23, c'est lui. Après, Luca Maya, je pense, était de loin celui qui aurait pu apporter le plus, mais il n'a pas eu, franchement pas eu de bol en fin de saison. Il nous a fait une course incroyable à Barcelone, on a un podium aussi avec lui. Valentin Debise, il y a eu 2 podiums et une place de 4e au championnat. Ouais, une belle saison cette année. Une belle saison quand même. Des pilotes dont on garde que des bons souvenirs. Le jeune Johan Gimbert, qui a fait un truc super avec nous. Première course, top 11, mais il aurait dû faire 9 ou 10. Ouais. Et maintenant, de toute façon, on sent bien... les jeunes sont à fond derrière nous. On n'imagine pas le monde qu'attire. C'est peut-être que du super sport pour la presse spécialisée, pour la télévision. On nous regarde beaucoup moins que le 24 du Mans, le bol d'or. Ouais, vous n'imaginez pas le nombre de billets qu'il faut qu'on achète pour Manicourt. On compte en milliers. Ah oui. Alors, le Superbike, Christophe, le lien avec l'endurance et le Superbike, entre l'endurance et le Superbike, ce sont des motos dérivées de la série. C'est ce qui fait la différence avec les motos de Grand Prix, qui sont des prototypes. Les motos en endurance et les motos en super sport et en superbike doivent avant tout être homologuées pour être repréparées, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est pas tout à fait des motos de série. Hein. Même si on est nombreux à penser que le Superbike devrait se rapprocher plus de la série, s'écarter de ses copies, parfois un peu MotoGP, parce que cette frustration de ne pas être en GP, de vouloir courir après le MotoGP, et on a une différence énorme en moto par rapport à la voiture, c'est que la machine de production ressemble énormément à la Formule 1. Entre la moto de Quartararo,
et celle de Jonathan Rea ou de Locatelli ou la nôtre de cette année, il faut vraiment être connaisseur pour distinguer la différence. Entre la Formule 1... Ah, oui, je vois ce que tu veux dire sur le shape, sur la... Voilà. Je suis anglais. Entre une voiture de série et une voiture de une F1, il y a pas entre la production en voiture... Oui, ce sont des motos au relief, à la silhouette similaire. Et donc, je ne m'écarte pas du tout de la question, David. C'est tout ça pour dire que l'effet pervers de cette chance inouïe qu'on a d'avoir des motos qui ressemblent aux MotoGP, c'est que, au niveau de la façon de promouvoir le championnat, de vouloir on veut ressembler peut-être un peu trop au MotoGP et pas garder l'identité même du Superbike, qui est je prends une moto chez le concessionnaire, j'enlève les phares, je mets un carénage, un amortisseur, de l'huile et je roule. T'en penses quoi, Pascal ? Je suis un peu d'accord avec Christophe. Nous, on fait énormément de commerce de base, c'est-à-dire vendre nos huiles, plutôt en 600 Super Sport et plutôt en Superbike et plutôt à l'endurance. Au MotoGP, on ne peut pas vendre l'huile qu'on met dans les MotoGP, elles ne sont pas disponibles. Donc on est dans le R&D à mort. Donc on s'identifie plus à des motos qui sont avec des cartes grises, sur lesquelles on enlève les repose-pieds. Mais c'est vrai, ce qui est difficile, c'est que la barre a été mise tellement haute avec le MotoGP. Les retransmissions, les images, le niveau est tellement élevé le Superbike et le 600 sont désaffectés par le public. 2025, Christophe, ton team, tes objectifs ? 2025, c'est clair que nous, on courra de toute façon toujours après le titre de champion du monde, team. Donc, on a 2 top pilotes. Déjà, Luca Mayas, on est tellement content de continuer avec lui. Ça fait 10 ans qu'on le connaît. Il a roulé chez nous. La première fois, c'était il y a 10 ans. On a une telle histoire avec Luca. Et vraiment content. Et puis, Michael Ruben Rinaldi, qui a gagné, qui a fait 3 fois dans le top 5 au mondial Superbike. Le message est fort, parce qu'il vient intégrer cette catégorie Super Sport nouvelle génération, 900. Voilà, c'est des 900, c'est des nouvelles motos. Avant de nous quitter, Christophe, on en parlait, le circuit Carole auquel tu tiens tant sort du calendrier du championnat de France Superbike. C'est un traumatisme. Écoutez, je vais plutôt regarder les choses vraiment avec beaucoup d'optimisme, comme toujours. D'abord, notez bien la date du 16-17 mai. Promosport à Carole. Et là, ce sera l'opportunité aussi pour les pilotes promo de se mettre en valeur sur ce circuit qui est tellement chargé d'histoire, qui pour moi est un super circuit pour l'entraînement, même si on comprend que la fédération et Jean-Marc Delétang, le nouveau président de la vitesse, on l'accueillera. Et choisit de suivre quand même, c'est une demande comme des pilotes Superbike, pas tous, mais de certains pilotes de plus faire de Superbike à Carole. On est en démocratie, ils respectent aussi les choix, les demandes. Trop de sudistes qui. C'est comme ça. En attendant, c'est ça, Pascal. Ce qui me gêne à Carole, c'est que je ne pourrais pas revoir Kenny Forêt à 41 ans gagner devant tous ces jeunes, quoi. Ça me gêne. Non, mais il y aura des pilotes promo en 1000, en 600. Et puis il y a d'autres formules. Il y a les coupes de marque. En 300, exactement. Et il y aura vraiment, c'est à voir. Et ça leur permettra de se mettre en valeur. Il faut regarder toujours le côté positif des choses. Le sport de demain, il est où ? Il est peut-être aussi beaucoup en promosport. Et je pense que ce sera peut-être l'occasion de les observer avec encore plus d'attention. Et ce sera le mot de la fin. Merci Christophe. Pascal, tu restes avec nous. De toute façon, on n'a pas fini de parler. On va accueillir un spécialiste de Motultech. On en reparlera tout de suite. En attendant, il me reste à te remercier, Christophe, d'être venu. On va parler encore des heures et des heures si on quitte ce plateau. Merci. Et oui, Moto et Rock. Merci à avec toi, un beau portrait de Christophe Guyot. J'ai eu un beau cadeau aujourd'hui. Salut. T'en as de la chance. La suite de Power Sport News numéro 9 avec la partie technique. Nous recevons Hervé Raffin. Bonjour Hervé. Bonjour David. Donc Pascal, tu connais bien Hervé. Très bien. Tu es en charge de la division industrielle de Motul, c'est ça. Tout à fait. Et alors, c'est passionnant. On en a parlé un peu avant l'émission. La division industrielle, on va se tourner vers Pascal, la mémoire vivante de Motul. Ça commence quand, Pascal ? En 1853, un peu l'ouverture un petit peu des recherches. La partie industrielle, elle est liée au transport. On a les locomotives, il faut graisser tout ça et il faut lubrifier toutes ces machines et fabriquer les pièces pour ces machines. Alors c'est toujours le cas, Hervé. La division industrielle travaille non seulement avec l'auto et la moto, mais aussi avec d'autres secteurs. Lesquels ? Tout à fait. Avec le médical, le secteur du médical pour la fabrication des implants médicaux.
On a dans tout bon bloc opératoire qui se respecte, dans la partie aéronautique également, puisque toutes les pièces d'avion, que ce soit les pièces de structure, de voilure et les composants moteurs, sont fabriqués avec des lubrifiants industriels spécifiques. On a également des applications dans le domaine du ferroviaire pour lubrifier le contact entre les roues et le rail. Le TGV. Le TGV, également les infrastructures qui sont dites fixes, c'est-à-dire les aiguillages. On a également énormément d'applications dans le marché de l'automobile, dans le marché de la moto, pour fabriquer toutes sortes de pièces manufacturées qui composent une automobile, que ce soit une automobile d'ancienne génération, dite de combustion interne, donc qui fonctionne à l'essence, et évidemment le futur avec les véhicules électriques, notamment pour la fabrication des moteurs électriques, et le châssis et ce qu'on appelle les packs batteries. Donc en fait, c'est une activité un peu méconnue de Motul, qui est l'activité. Donc c'est c'est la division industrielle du groupe, c'est la recherche et le développement. Et toi, Hervé, quel est ton rôle dans cette division ? Moi, j'ai en charge d'accompagner les distributeurs et les clients dans la recherche et la sélection des produits les plus adaptés pour leur process, afin d'optimiser leur process et donc la fabrication des pièces manufacturées. Alors concrètement, comment ça se passe ? On a un client qui souhaite utiliser un lubrifiant industriel. Moi, je me déplace dans les usines, je fais ce qu'on appelle un audit, c'est-à-dire que je regarde l'intégralité de son parc machine, comment le client travaille, j'identifie ses besoins et ensuite je sélectionne un produit de notre gamme. On fait tout un tas de tests au laboratoire pour vérifier la compatibilité avec les matières usinées par le client, ses procédés de fabrication. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné le produit et qu'on a vérifié que le produit allait répondre aux attentes du client, on le met en place au travers des essais. C'est-à-dire que c'est mon rôle, je me déplace physiquement dans l'usine avec des assistants, on met en place le produit dans les machines et on fait ce qu'on appelle une période d'essai, une période où on va valider le produit et on va être sûr que le produit respecte les attentes du client. Mais on ne se doute pas que dans le médical ou dans d'autres domaines, vous pouvez être actif. Et notamment, Pascal, ça vous a permis de décrocher un contrat avec Arch Motorcycles. C'est la marque de Keanu Reeves. Oui, tout à fait. Souvent, lorsqu'on est autour d'une table, on va expliquer Motul. Comment expliquer une marque qui aujourd'hui a une telle notoriété ? On va reparler des lubrifiants 2 temps, 4 temps, la meilleure huile du monde. Eh bien, on utilise toutes ces valeurs. Arch Motorcycle, mais on utilise la partie industrielle, la partie aviation, la partie médicale. Donc, et on découvrira effectivement dans le temps une multitude de services apportés. Et c'est enrichissant pour les gens du monde de la moto. Il n'y a pas que la moto, forcément. Non. Et lorsqu'on leur parle de tout cette araignée qui est autour de la marque, les gens sont hypersensibles. Parce que ça va, tu m'en as parlé tout à l'heure, jusqu'à l'alpinisme, où il faut des machines. C'est ça, Hervé, il faut des machines, et ces machines doivent être lubrifiées. Donc, de toute façon, c'est un peu le cœur du sujet. Tout à fait. Il ne peut pas y avoir d'activité industrielle sans lubrifiant industriel. Il faut que, clairement, pour fabriquer une pièce, il faut de l'huile. Et Motultech répond à ce besoin. Vous mentionnez tout à l'heure la partie sécurité dans l'alpinisme. Ouais, voilà. On a des clients qui fabriquent des équipements, des mousquetons, des piolets, des baudriers. Et tout ça, c'est fait avec des produits Motultech. Et ce sont des produits qui sont extrêmement sensibles. On n'a pas le droit à faire de la non-qualité. Parce que là, un mousqueton, il ne faut pas que ça lâche. Hein. Exactement. C'est sûr. Il en va de même avec des composants de moteurs aéronautiques. Il est clair qu'un moteur d'avion, ça ne peut pas tomber en panne. Ouais, c'est Partant de ce principe-là, les lubrifiants qui sont utilisés pour la fabrication de tout type de pièces dans l'aéronautique doivent répondre à ces exigences. Et alors, la proportion de l'activité c'est peut-être l'un d'entre vous qui peut me répondre, mais la proportion de l'activité de Motultech dans l'activité globale de Motul, c'est quoi ? On est sur 5%. 5%, oui, d'accord. Donc ça représente quand même pas mal de volume. Oui, ça représente du volume, ça représente aussi énormément de clients derrière. Alors moi qui croyais que l'exigence absolue c'était le MotoGP, mais effectivement quand c'est logique, quand on parle d'aéronautique, même pourquoi pas d'aérospatial, d'aéronautique et de médical, le médical,
pour les prélèvements. Oui, Forcément, il faut du très haut niveau. Et là, on plaisante plus. C'est plus du loisir, quoi. Non, c'est plus du loisir. Il y a effectivement tout le matériel qui est associé à ce qu'on appelle la biopsie, c'est-à-dire les prélèvements de cellules qui sont potentiellement cancéreuses. Mais le médical, c'est aussi des implants. Et c'est des implants osseux, c'est des implants dentaires. Et on a énormément de clients dans la vallée de l'Arve, justement là où se tient le Cimodec, qui fabrique ce type de pièces. Le Cimodec, c'est le salon du décolletage. Le salon du décolletage. Il y a un salon du décolletage. Il y a un salon du décolletage. Hervé, il a une particularité, c'est que il a des motos un peu particulières. Donc il a Vanvan 90, Vanvan 125. Chapi, donc il vient toujours avec des engins insolites. C'est nécessaire d'être passionné de deux roues quand on travaille chez Motul, ou c'est une petite valeur ajoutée? C'est une valeur ajoutée, clairement. C'est une valeur ajoutée. C'est clairement une valeur ajoutée parce que ça nous permet d'échanger entre nous. C'est vraiment des sujets de conversation, qu'on a évidemment à la machine à café, qu'on a parfois au restaurant quand on va déjeuner ensemble, clairement. Quels sont un peu les projets, vers quels univers vous voudriez vous tourner, quels seraient les idées et les projets de Motultech? Tout ce qui va permettre de transporter les gens et tout ce qui va permettre de les réparer. Merci Hervé, merci de nous avoir fait voyager dans d'autres univers que la moto. On n'est jamais très loin, grâce à Pascal aussi. Notre émission se termine ici. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Pascal. Merci David. Merci Hervé. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour Power Sport News.